Bonjour Alex, merci de nous accueillir dans ton atelier. Tu es auteur de nombreuses bandes dessinées. Tu as créé en 2014 une nouvelle série, Le Château des Étoiles, une uchronie qui raconte les aventures d'un jeune garçon au milieu du 19e siècle. Peux-tu nous en dévoiler un peu l'histoire? Donc le Château des Étoiles, ça raconte la conquête de l'espace entre 1869 et 1875. Et on va voir ça au travers du regard d'un jeune garçon dont la mère est exploratrice et va faire un voyage en ballon au tout début du récit, bien au-delà en fait des plus hautes altitudes atteintes à l'époque, pour essayer d'atteindre le mystérieux éther dont on pensait à l'époque qui remplissait le vide spatial. Et sa tentative va être un succès, mais elle va disparaître, quand c'est bien, dans des circonstances mystérieuses. Et un an après, son fils, le jeune Séraphin, et son mari, qui est un inventeur, vont recevoir une lettre mystérieuse disant voilà, j'ai retrouvé le carnet de votre mère et épouse, et venez me retrouver au château du Cygne en Bavière. Et donc commence une aventure où donc, ce héros Séraphin et son père vont se retrouver entraînés dans une histoire qui va mêler la géopolitique de l'époque, les conflits qui sont en train de monter en Europe, et une invention extraordinaire qui va donc permettre de voyager dans l'espace. Ça, c'est le premier volume. Comment est née cette envie de remonter le temps dans une époque différente d'une autre, et qu'est-ce qui t'a inspiré ce voyage? En fait, un des personnages centraux du Château des Étoiles, c'est le roi Louis II de Bavière, dont on va assez rapidement découvrir qu'il est à l'origine du message qui amène Séraphin et son père dans ce coin à l'époque reculé de l'Europe. Et en fait, Louis II de Bavière, c'était un roi qui a été on a retiré sa couronne parce qu'on pensait qu'il était fou, mais qui en fait était un grand romantique et un amoureux des arts, de l'opéra, de l'architecture, et qui est le roi qui a construit ces châteaux incroyables de Bavière en plein 19e siècle. Il a reconstruit des châteaux médiévaux, et c'est des endroits qui existent encore, qu'on peut visiter, qui sont très populaires, et dont ce château du Neuschwanstein, où va se passer une bonne partie de l'histoire, qui est le château qui a inspiré le château de la Belle au Bois dormant de Disney, et qui est en fait un endroit incroyable parce que c'est une exaltation romantique des grands mythes et légendes des temps passés, du Moyen-Âge, de la chevalerie, de la geste arthurienne. Voilà, toute cette exaltation romantique du passé, mais en même temps c'est un château qui a été construit avec les dernières technologies disponibles à l'époque, qui a été construit avec un ascenseur à vapeur, et qui a été construit en fait, la structure c'est des poutrelles métalliques, comme on en trouve à Tour Eiffel, quoi. Donc c'est un endroit que j'ai visité quand j'avais à peu près l'âge du héros, qui m'avait absolument fasciné pour toutes ces raisons-là. Et c'est cette rencontre du rêve et de ce qui est à l'époque la technologie de pointe qui m'a lancé sur ce récit. Pour moi, c'est les deux pôles de cette période du 19e qui me fascinent particulièrement, qui est à la fois ce moment des derniers feux du romantisme où on redécouvre tout un pan de l'histoire et des mythes, et en même temps, on est dans un moment d'exaltation de la science. Et le personnage de Louis II de Bavière et ce château représentent exactement ça. Et donc, quand j'ai eu l'idée de cette histoire, ça a été vraiment cette rencontre de le côté Jules Verne d'une invention formidable qui va permettre de faire des voyages extraordinaires, et de ce personnage de Ludwig qui est le dernier grand romantique de cette époque. Et c'est vraiment la confrontation de ces deux univers qui va faire tout le récit. Alors, le choix de l'aquarelle donne une teinte très douce et poétique à l'image. As-tu privilégié cette mise en œuvre par rapport à l'univers du Château des Étoiles, ou par préférence plus personnelle? En fait, c'est une technique en bande dessinée qu'on appelle la couleur directe, c'est-à-dire que tout est fait sur le même support. Là où beaucoup d'auteurs travaillent le noir et blanc,
séparément de la couleur. La couleur étant faite soit à la main sur du papier aquarelle mais un autre papier, soit beaucoup en ce moment sur ordinateur. Là l'idée c'est de tout faire sur le même support. C'est quelque chose qui me tente depuis longtemps mais qui représente une certaine difficulté parce qu'on peut vite tomber dans un côté très illustratif, très réaliste, qui fait que on s'éloigne de la bande dessinée, on se rapproche d'un espèce de roman photo avec des images très très arrêtées. Donc le défi c'est de garder quelque chose d'extrêmement narratif et un dessin qui se contemple. Donc j'ai longtemps eu peur de cette technique, je n'ai pas voulu y aller, mais sur le Château des Étoiles c'était particulièrement approprié parce que je voulais qu'il y ait une atmosphère particulière, un sentiment de merveilleux qui se dégage, voilà, des dessins, de la technique elle-même, quelque chose qui soit un petit peu vaporeux et qui soit plus évocateur en fait, avec des fonds qui sont parfois un petit peu, le trait s'arrête, on sait pas trop où s'arrête, voilà, on sait pas trop où s'arrête le ciel, où commencent les montagnes, c'est un petit peu moins défini, donc pour moi ça permet au lecteur de se projeter davantage. Et puis je peux devenir très illustratif au moment où j'ai envie d'arrêter le récit, et beaucoup plus narratif sur des passages d'action. Donc c'est une technique qui me correspond très bien, et c'est vrai que j'essaye de retrouver à travers ce rendu particulier de l'aquarelle, ces atmosphères extrêmement chargées qu'on peut trouver dans les gravures qui accompagnaient les Jules Verne, qui, à mon sens, font partie du plaisir de lecture de Jules Verne et des romans de cette époque-là. C'est pas pour rien qu'ils sont encore largement repris dans les éditions contemporaines, c'est que ça participe au rêve. Et il y a quelque chose dans ces gravures qui tient au fait que, alors encore une fois, les atmosphères sont très chargées, il y a toujours des doutes, on ne sait pas trop ce qu'on voit à partir d'un certain plan, les objets se fondent un peu et on est appelé dans l'image et dans le récit. Et c'est ce que j'ai essayé de retrouver, mais en couleur, à travers cette technique qui est... Ça peut paraître paradoxal parce que les techniques sont totalement opposées, mais pour moi, voilà, pour moi, ça correspond à une espèce d'équivalent en couleur de ce que j'essaye, de ce que j'ai plaisir à trouver chez des illustrateurs comme Ryu ou Gustave Doré. Alors, le deuxième tome sort cette année, tout d'abord sous la forme d'un périodique contenant des bonus exclusifs. Le premier tome était déjà sorti de la même manière. Est-ce que tu souhaitais faire paraître la BD sous cette forme dès le départ, et pourquoi ? Alors oui, en fait c'est une idée que je trouvais particulièrement adaptée à ce projet. Ça a été fait par Tardy sur 2 ou 3 séries. Et je trouvais l'idée absolument formidable, l'idée de ressortir des gazettes, en fait, des journaux dans un format proche de ce qu'on pouvait trouver quand il y avait des publications. C'était surtout en Amérique, mais les publications de le World, qui était le grand quotidien de Pulitzer, dans lequel il y avait toujours des grandes pages illustrées, ou le Little Nemo de Winsor McCay. Je trouve que la BD se vit très bien dans ce format-là, en fait, immense. On déplie, on disparaît derrière. Et ça ne correspond pas à tous les univers, mais je trouve que c'était particulièrement adapté au Château des Étoiles, et ça me faisait aussi que j'orientais mon écriture sur une écriture de feuilleton qui correspond aussi à l'écriture du 19e siècle, et à la fois à ça et puis à quelque chose de très moderne, parce qu'on est aujourd'hui encore dans le feuilleton, même s'il est plutôt passé à la télévision. Et voilà, du coup c'est une contrainte d'écriture qui est super intéressante, en fait, l'idée de se dire en 20 pages, 22, il faut à chaque fois quelque part que l'univers soit posé, il faut qu'il y ait un petit peu tous les ingrédients qui vont faire le récit, surtout au début, et ça c'était très très difficile, mais passionnant à faire. Dans le même principe de rendre cette épopée encore plus réelle, il existe une véritable maquette de l'Éternef royal, ainsi que du casque que l'on aperçoit sur Séraphin à la fin du premier tome. Comment est né ce projet et de quelle manière cela a été possible concrètement ? De la même manière que les gazettes font exister l'univers en dehors de quelque part de l'objet bande dessinée, j'avais envie que
l'univers du récit existe au-delà des pages. Et c'est la première fois que je fais une bande dessinée dans laquelle c'est possible. Mes bandes dessinées précédentes, qui étaient le Troisième Testament et Siegfried, présentaient un univers qui était intéressant dans le cadre du récit. C'est-à-dire que le Troisième Testament, c'était dans l'Europe médiévale. Bon, l'Europe médiévale, c'est passionnant, mais c'est pas moi qui l'ai créé. C'est-à-dire que moi, quand mon histoire est terminée, l'Europe médiévale, elle est ce qu'elle est. Dans le cas de Siegfried, on est dans l'univers des mythes nordiques et germaniques, mais quelque part, tout l'univers existe et n'a de sens que par rapport à la quête du personnage. Il y a même une espèce de notion de Ragnarok à la fin du récit qui fait que quelque part tout l'univers s'écroule et recommence. Donc j'avais voilà, dans un cas un univers qui n'était pas original et dans l'autre un univers qui était extrêmement lié à l'histoire. Là, pour moi, voilà, l'univers du Château des Étoiles, qui est un univers uchronique, a un intérêt au-delà du récit et des personnages que je mets en scène dans la bande dessinée. C'est-à-dire que je vais... comment dirais-je ? On peut le définir comme une uchronie qui se déroule au moment du point de divergence, en fait. Et ça, c'est quelque chose à quoi je tenais absolument, c'est-à-dire que j'avais pas envie de plonger les lecteurs dans une histoire où il s'est passé quelque chose avant qui a changé le cours de l'histoire et maintenant c'est comme ça. J'avais envie de le prendre par la main et de lui dire bah, venez, on part de notre histoire et puis il y a quelque chose qui se passe, on découvre, enfin on prouve la possibilité du vol spatial. Bah, maintenant les choses vont changer, mais elles vont changer petit à petit. Et on va les voir changer sous nos yeux. Et ce qui va être intéressant pour moi, bah, par exemple dans la Gazette, ça va être que la Gazette du Château des Étoiles comporte des articles qui sont en plus de la bande dessinée et qui vont éclairer ce qui se passe dans le monde autour des personnages quelque part. Et tout ça crée un univers que je trouve fascinant et que j'avais envie de faire exister de toutes les manières possibles. Et les premières manières, donc effectivement, c'est de voir exister le scaphandre qu'on voit dans la bande dessinée, et puis de faire exister une première maquette qui est le premier internef qui va être construit. Tout ça me permet à la fois de travailler avec des gens qui ont beaucoup de talent et qui connaissent très bien leur domaine, qui vont m'apprendre un tas de trucs. Donc sur le scaphandre, c'est l'atelier des Vertugadins, qui ont fait un travail extraordinaire et qui on a beaucoup discuté. Et ça m'a permis moi de faire beaucoup évoluer mon design. Et sur l'Eternef, ça a été réalisé par AJP Maquette qui a fait là aussi un travail formidable et avec qui on a discuté bien en amont avec Jacques Primo parce que lui c'est un spécialiste de la maquette, il connaît très bien les premiers avions, et il m'a donné tout un tas d'indications de structure qui ont fait que finalement j'ai un appareil qui est peu ou prou possible à construire, et la preuve c'est qu'il existe en volume, il existe dans le réel. Et moi ça m'alimente énormément en fait. Ça fait que j'ai l'impression que l'univers est en train d'exister quelque part au-delà des pages, et que moi je vais poser pas de caméra, mais poser ma case et regarder un petit endroit de l'univers, mais on sait qu'il se passe un tas d'autres trucs. Pour revenir au deuxième tome qui sort cette année, et sans trop nous en dire, que va-t-il arriver à Séraphin et ses compagnons ? Eh bien vous le saurez en lisant le prochain numéro du Château des Étoiles. Je pense qu'on peut s'en douter si on a lu les titres des 3 prochaines gazettes, donc qui sont Les Naufragés du Ciel, suivi des Secrets de la Face Cachée, suivi d'un album au titre plus mystérieux qui s'appelle Le Roi Lune. Quand je dis album, en fait, c'est les 3 numéros de la Gazette, et ce sera la fin de cette première aventure qui va être une
la fin de cette histoire, mais encore une fois, l'univers, moi, me passionne et je vais avoir envie de raconter d'autres histoires dans cet univers-là, avec ces personnages-là et d'autres, et de continuer à faire exister oui, cet univers du Château des Étoiles le plus longtemps possible. Merci beaucoup Alex. Ça fait plaisir.